large de la province de Fujian, à 2 km de la côte chinoise, des structures massives de béton émergent partiellement de l'océan Pacifique, comme les vestiges d'une civilisation engloutie. Ces blocs rectangulaires mesurent chacun 12 mètres de hauteur et pèsent 350 tonnes. Ils sont disposés en rangées parallèles, ancrés dans les fonds marins par des piliers d'acier enfoncés à 40 mètres de profondeur. Certains modules sont inclinés, érodés par les courants salins, recouverts d'algues marines et de coquillages. Les câbles d'acier qui devaient les relier pendent dans l'eau comme des lianes métalliques. Sur les faces visibles du béton, on distingue encore les marques des coffrages industriels et les numéros de série gravés au pochoir. Ce ne sont pas des ruines anciennes, mais les fragments abandonnés d'un projet qui devait transformer radicalement la défense côtière de la Chine. Le plan initial prévoyait une barrière maritime continue de 97 km s'étendant le long du littoral sud-est chinois. La structure aurait atteint 22 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, avec une base submergée de 18 mètres supplémentaires. L'épaisseur du mur variait entre 8 et 12 mètres selon les sections, composée de béton armé avec un coefficient de résistance calculé pour supporter des vagues de 15 mètres de hauteur. Les fondations marines devaient reposer sur des caissons de béton préfabriqués de dimensions colossales, chacun mesurant 25 mètres de long, 15 de large et 10 de haut. Le poids total de la structure achevée était estimé à 18 millions de tonnes de matériaux. Les ingénieurs avaient donc calculé qu'il faudrait déverser l'équivalent de 6 millions de mètres cubes de béton directement dans l'océan, une quantité suffisante pour construire 3 barrages de type Three Gorges. Le principe de fonctionnement reposait sur la dissipation progressive de l'énergie cinétique des tsunamis. Lorsqu'une vague géante approchait de la côte, elle rencontrait d'abord la section submergée du mur, située entre 10 et 28 mètres sous la surface. Cette première barrière forçait l'eau à ralentir et à s'élever brusquement, perdant une partie significative de sa vitesse. La section émergée devait ensuite bloquer physiquement la progression de la masse d'eau, créant un effet de réflexion qui renvoyait une partie de l'énergie vers le large. Les simulations informatiques montraient qu'un tsunami de magnitude, comparable à celui de l'océan Indien, en 2004 verrait son énergie réduite de 72% après avoir franchi cette barrière. Les villes situées derrière le mur, abritant collectivement 43 millions d'habitants, bénéficieraient d'un délai d'évacuation supplémentaire de 18 à 22 minutes et feraient face à des vagues résiduelles 3 fois moins hautes. Pourtant, en 2023, les travaux se sont brutalement arrêtés. Les navires grues, qui transportaient les modules de béton, ont été rappelés au port. Les équipes de plongeurs industriels ont quitté les plateformes marines. Les usines de préfabrication situées dans la zone industrielle de Quanzhou ont fermé leurs portes, laissant des centaines de blocs de béton empilés sur les quais. Les bureaux d'études techniques à Shanghai ont transféré leurs ingénieurs vers d'autres projets sans explication officielle. Les documents de planification ont été archivés dans des serveurs gouvernementaux inaccessibles. Les derniers rapports de chantier, datés de mars 2023, mentionnent simplement une suspension temporaire pour réévaluation technique, mais aucune reprise n'a jamais été annoncée. Sur les cartes maritimes officielles, les structures inachevées sont désormais marquées comme obstacles à la navigation, avec des bouées lumineuses oranges installées pour prévenir les navires de commerce. Pourquoi un projet de cette ampleur, capable de protéger des dizaines de millions de personnes contre l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices, a-t-il été abandonné avant même d'atteindre 12% de sa réalisation prévue ? Qu'est-ce qui a transformé cette ambition défensive en un cimetière de béton dans l'océan Pacifique ? D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment ? Si vous vivez dans une ville côtière ou si vous avez déjà habité près de l'océan, vous connaissez probablement cette sensation particulière pendant les tempêtes, quand la mer devient imprévisible et que les autorités parlent d'évacuation préventive. Maintenant, imaginez vivre dans une zone où ce n'est pas une simple tempête qui menace, mais la possibilité réelle qu'une vague de 15 mètres de haut balaie votre quartier en quelques minutes, sans presque aucun avertissement. Le littoral chinois s'étend sur plus de 14 000 km le long de l'océan Pacifique, une des zones sismiques les plus actives de la planète. La ceinture de feu du Pacifique génère régulièrement des tremblements de terre sous-marins capables de déclencher des tsunamis dévastateurs.
En 2004, le tsunami de l'océan Indien a tué 230 000 personnes en quelques heures, ravageant des côtes situées à des milliers de kilomètres de l'épicentre. En 2011, le tsunami de Fukushima au Japon a atteint des hauteurs de 40 mètres à certains endroits, détruisant des villes entières et provoquant la catastrophe nucléaire que le monde connaît. La Chine, avec ses mégapoles côtières densément peuplées comme Shanghai, Shenzhen, Xiamen et Guangzhou, abrite plus de 400 millions de personnes dans des zones potentiellement vulnérables. Les simulations géologiques indiquaient qu'un séisme majeur dans la fosse des Philippines ou près de Taïwan pourrait générer un tsunami atteignant la côte chinoise en moins de 30 minutes. C'est dans ce contexte de menace permanente qu'en 2016, l'Institut de recherche en ingénierie océanique de Shanghai a présenté un concept révolutionnaire aux autorités chinoises. L'idée était simple dans son principe, mais titanesque dans son exécution. Construire une barrière physique continue dans l'océan, à distance suffisante de la côte pour intercepter les tsunamis avant qu'ils n'atteignent les zones habitées. Le concept n'était pas entièrement nouveau, le Japon avait construit des digues anti-tsunami dans plusieurs régions après les catastrophes précédentes, et les Pays-Bas avaient créé leur système de digues contre les tempêtes. Mais l'échelle proposée par les ingénieurs chinois dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant. Non pas des protections locales autour de ports ou de baies spécifiques, mais un système défensif unifié protégeant des centaines de kilomètres de littoral d'un seul tenant. La vision était celle d'une muraille maritime moderne, combinant les principes des anciennes fortifications avec les technologies d'ingénierie océanique du XXIe siècle. Les ingénieurs s'inspiraient simultanément des barrages hydroélectriques massifs, des brise-lames portuaires industrielles et même des structures de défense côtière militaires. Le projet devait intégrer des stations de surveillance sismique, des systèmes d'alerte automatisés, des plateformes d'observation pour les gardes-côtes et même des sections modulables pouvant s'adapter aux variations du niveau marin. Certaines sections prévoyaient des passages navigables équipés de portes hydrauliques capables de se fermer en moins de 8 minutes lors d'une alerte tsunami. La promesse présentée aux décideurs était claire et concrète. En investissant dans cette infrastructure monumentale, la Chine pourrait éliminer presque totalement le risque de catastrophe tsunami pour sa population côtière. Les calculs économiques montraient que même si le projet coûtait des dizaines de milliards de dollars, ce montant restait inférieur aux pertes potentielles d'un seul tsunami majeur frappant une métropole comme Shanghai. Les simulations prédisaient que la structure pourrait durer au moins 150 ans avec un entretien approprié, protégeant ainsi plusieurs générations. L'argument final était peut-être le plus persuasif. La Chine, qui avait déjà démontré sa capacité à réaliser des projets d'infrastructures impossibles comme le barrage des Trois Gorges ou le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, prouverait une fois de plus qu'elle pouvait littéralement repousser l'océan pour protéger son peuple. Les études préliminaires ont démarré en 2017, financées par une allocation initiale de 3 milliards de yuans provenant du ministère des Ressources en eau. Des équipes de géologues marins ont passé 18 mois à cartographier les fonds océaniques le long du tracé proposé, utilisant des sonars multifaisceaux et des forages exploratoires pour analyser la composition du substrat rocheux. Les résultats montraient une géologie complexe alternant zones de granit stable, dépôts sédimentaires profonds et failles tectoniques actives. Parallèlement, des océanographes installaient des bouées de mesure équipées de capteurs pour enregistrer les courants marins, la température de l'eau, la salinité et les variations de pression pendant toutes les saisons. Ces données alimentaient des modèles informatiques de plus en plus sophistiqués qui simulaient le comportement des vagues, des marées et des tsunamis hypothétiques face à différentes configurations de barrières. Les premiers résultats de simulation étaient encourageants. Une structure correctement dimensionnée et positionnée pourrait effectivement réduire de manière significative l'impact d'un tsunami majeur. Le design structurel final adopté en 2019 représentait un compromis entre efficacité maximale et faisabilité constructive. La barrière serait construite en sections modulaires préfabriquées, chaque module étant fabriqué à terre dans des usines spécialisées avant d'être transporté et immergé à son emplacement définitif. Les modules de base étaient des caissons creux, en béton armé remplis de sable et de gravier, après installation pour assurer la stabilité.
Ces caissons seraient empilés et interconnectés pour former la structure verticale, puis recouverts d'une couche protectrice de béton, projeté résistant à l'érosion saline. Des blocs tétrapodes géants, chacun pesant 15 tonnes, devaient être disposés du côté océanique pour dissiper l'énergie des vagues quotidiennes et protéger l'intégrité structurelle. Le design prévoyait également des systèmes de drainage interne pour éviter l'accumulation de pression hydraulique qui pourrait fragiliser la structure. Les ingénieurs ont identifié 4 zones prioritaires le long de la côte du Fujian et du Guangdong, où la construction devait commencer simultanément. Ces segments totalisaient 43 km et devaient servir de phase pilote avant l'extension vers le reste du littoral. La première zone, près de Fuzhou, présentait des fonds marins relativement stables à 25 mètres de profondeur moyenne. La deuxième, au large de Xiamen, nécessitait des fondations plus profondes à cause de couches sédimentaires épaisses. La troisième section devait protéger la région industrielle de Shantou, particulièrement vulnérable à cause de sa topographie basse. La quatrième couvrait l'approche maritime de Shenzhen, la zone économiquement la plus précieuse du projet. Chaque zone avait ses spécificités géologiques et océanographiques, transformant le projet en 4 défis d'ingénierie distincts mais interconnectés. Les tests en échelle réduite ont commencé en 2020 dans un bassin expérimental construit spécifiquement à Tianjin. Ce bassin mesurait 280 mètres de long, 50 mètres de large et 12 mètres de profondeur, équipé de générateurs de vagues capables de simuler différents types de tsunamis. Les ingénieurs ont construit des modèles réduits au 50e de la barrière proposée et les ont soumis à des milliers de scénarios de vagues. Ils mesuraient la dissipation d'énergie, les forces de pression sur la structure, les phénomènes de résonance et les effets de surverse. Ces tests ont révélé plusieurs problèmes inattendus. Certaines configurations de vagues créaient des oscillations harmoniques dangereuses, les jonctions entre modules constituaient des points de faiblesse structurelle et l'érosion à la base des caissons progressait plus rapidement que prévu dans les simulations numériques. Les équipes ont dû réviser le design à plusieurs reprises, ajoutant des renforts, modifiant les angles de contact avec les vagues et développant de nouveaux matériaux de protection. L'investissement initial approuvé en janvier 2021 s'élevait à 48 milliards de yuans, soit environ 7 milliards de dollars américains uniquement pour la première phase. Ce budget couvrait la construction des infrastructures de production, la fabrication des premiers modules, l'installation des fondations marines, le déploiement de la flotte de navires spécialisés et les 3 premières années de travaux. Le chronogramme prévoyait l'achèvement de la première section pilote en 2024, suivi d'une évaluation de 6 mois avant de lancer la construction des sections suivantes. Si tout se déroulait comme prévu, l'ensemble du système de 87 km devait être opérationnel en 2032. 3 usines de préfabrication ont été construites dans les zones industrielles côtières, chacune capable de produire 12 modules de caissons par mois. Ces installations occupaient des surfaces équivalentes à 15 terrains de football et employaient plus de 2000 ouvriers par site travaillant en 3 équipes continues. Le béton utilisé était une formulation spéciale développée en collaboration avec l'université Tsinghua, incorporant des additifs réduisant la perméabilité à l'eau salée et augmentant la résistance au cycle gel-dégel. Les armatures d'acier étaient traitées avec des revêtements anticorrosion multicouches. Chaque module nécessitait 96 heures de coulage, de vibration et de cure contrôlée avant de pouvoir être transporté. La flotte maritime assemblée pour ce projet comprenait 8 navires grues spécialisés capables de lever des charges de 500 tonnes, 16 barges de transport, 12 plateformes de positionnement équipées de systèmes GPS différentiels avec précision centimétrique et 6 navires ateliers servant de base flottante pour les équipes de construction. Cette armada représentait en elle-même un investissement de plusieurs milliards de yuans. Les opérations en mer exigeaient une coordination militaire. Chaque installation de module nécessitait des fenêtres météorologiques favorables d'au moins 48 heures, avec des vagues inférieures à 2 mètres et des vents de moins de 25 km par heure. Les premiers modules ont été immergés en juin 2021 au large de Fuzhou, dans une cérémonie discrète sans grande couverture médiatique. Les plongeurs industriels descendaient à 30 mètres pour guider le positionnement précis des caissons sur les fondations préparées.
Chaque installation prenait entre 6 et 10 heures, selon les conditions marines. Les modules étaient ensuite remplis progressivement de matériaux de l'Est, tout en vérifiant constamment leur stabilité et leur alignement. Durant les 6 premiers mois, 42 modules ont été installés avec succès, créant une section de barrière de 781 mètres de long, soit moins d'1% du projet total. Mais les difficultés techniques se sont rapidement multipliées de manière exponentielle. Le positionnement précis des modules s'avérait beaucoup plus complexe qu'anticipé à cause des courants marins imprévisibles et de la visibilité souvent réduite à quelques mètres dans les eaux turbides. Plusieurs modules ont dû être repositionnés jusqu'à 4 fois avant d'atteindre l'alignement requis, multipliant les coûts et les délais. Les jonctions entre modules, cruciales pour l'intégrité structurelle globale, présentaient des défauts d'étanchéité permettant l'infiltration d'eau salée qui accélérait la corrosion des armatures métalliques. Les ingénieurs ont découvert que les forces de pression exercées par les courants océaniques constants créaient des micro-mouvements entre les modules, élargissant progressivement les joints et compromettant la solidité de l'ensemble. Un problème majeur est apparu concernant les fondations dans les zones de fond sédimentaires. Contrairement aux prévisions basées sur des forages ponctuels, certaines zones présentaient des couches de vase et d'argile beaucoup plus profondes et instables que prévu. Les caissons commençaient à s'enfoncer lentement sous leur propre poids, créant des déformations et des contraintes structurelles dangereuses. Les solutions proposées impliquaient soit de retirer les modules déjà installés pour renforcer les fondations, soit d'injecter d'énormes quantités de matériaux de stabilisation dans le substrat marin, les deux options représentant des coûts supplémentaires non budgétisés se chiffrant en centaines de millions de yuans. Les coûts réels explosaient systématiquement au-delà des estimations initiales. À la fin de 2022, après 18 mois de construction effective, les dépenses avaient déjà atteint 63 milliards de yuans, soit 30% de plus que le budget prévu pour l'ensemble de la phase pilote, alors que seulement 8% de la longueur prévue était construite. Les audits internes révélaient des surcoûts dans pratiquement tous les postes. Le béton spécial coûtait 42% plus cher que prévu. Les opérations maritimes prenaient 2 fois plus de temps que calculé. La maintenance des navires et équipements dépassait toutes les projections, et les révisions de design nécessitaient des études supplémentaires constantes. Le calendrier initial devenait manifestement irréaliste, avec des projections révisées suggérant que la première phase pilote ne serait pas terminée avant 2028 au plus tôt, 4 ans de retard. Simultanément, les études d'impact environnemental commandées en 2021 commençaient à produire des résultats inquiétants. Les biologistes marins constataient que la présence de la barrière modifiait significativement les courants locaux, affectant la distribution des nutriments et perturbant les routes migratoires de plusieurs espèces de poissons commercialement importantes. Les zones d'ombre créées par la structure favorisaient la prolifération d'algues toxiques dans certaines baies protégées. Les sédiments déplacés par la construction étouffaient les récifs coralliens situés à plusieurs kilomètres du chantier. Les pêcheurs locaux rapportaient des diminutions de capture pouvant atteindre 30% dans certaines zones, créant des tensions sociales et des demandes de compensation. Plus préoccupant encore, des modélisations océanographiques plus sophistiquées suggéraient que la barrière pourrait modifier les schémas d'érosion côtière sur des centaines de kilomètres, potentiellement aggravant l'érosion dans certaines sections non protégées et provoquant une accumulation excessive de sédiments dans d'autres. Des voix critiques ont commencé à s'exprimer discrètement dans les milieux académiques et techniques. Certains océanographes questionnaient l'efficacité réelle de la barrière face à des méga-tsunamis, arguant que les simulations sous-estimaient peut-être la complexité des interactions entre une vague géante et une structure fixe. Des économistes calculaient que les coûts totaux révisés du projet complet pourraient dépasser 300 milliards de yuans, un montant suffisant pour financer des systèmes d'alerte précoce ultramodernes, des infrastructures d'évacuation rapide et des programmes de relocalisation des populations les plus vulnérables, potentiellement plus efficaces et moins risqués. Des ingénieurs civils soulignaient que l'entretien d'une structure de cette ampleur dans un environnement marin hostile représenterait un fardeau économique permanent pendant des décennies, avec des coûts de maintenance annuels qui n'avaient probablement jamais été correctement évalués. Le silence institutionnel s'est installé progressivement au cours de l'année 2022. Les rapports d'avancement hebdomadaires qui circulaient auparavant entre les différentes agences gouvernementales impliquées sont devenus mensuels, puis trimestriels,
puis inexistant. Les réunions de coordination qui rassemblaient précédemment des dizaines d'experts et d'officiels ont été réduites à de petits comités fermés. La couverture médiatique, déjà limitée depuis le début, a complètement cessé. Les sites web officiels du projet ont arrêté leur mise à jour. Les communiqués de presse promettant des inaugurations prochaines ont disparu des calendriers gouvernementaux. Cette opacité croissante contrastait fortement avec la communication habituelle autour des grands projets d'infrastructures chinois, généralement présentés avec fierté comme des démonstrations de capacité technique nationale. La paralysation des travaux s'est faite par étapes presque imperceptibles. En janvier 2023, les équipes de construction ont reçu l'ordre de suspendre temporairement les nouvelles installations pour permettre une révision technique approfondie. Cette pause devait durer 6 semaines, mais s'est prolongée indéfiniment. En mars, les usines de préfabrication ont ralenti leur production, puis l'ont arrêtée complètement en mai sous prétexte de maintenance et de réorganisation. Les navires grues ont été progressivement redéployés vers d'autres projets portuaires et de construction offshore. Les équipes de technique ont été réaffectées, certains ingénieurs seniors partant vers le secteur privé ou vers d'autres projets gouvernementaux. Les budgets alloués pour l'année fiscale 2023 ont été gelés puis finalement réalloués à d'autres programmes sans annonce formelle. Aucun décret officiel d'annulation n'a jamais été publié. Le projet s'est simplement éteint dans un silence bureaucratique. Les structures physiques restées dans l'océan constituent aujourd'hui un monument involontaire à cette ambition abandonnée. Les 780 mètres de barrières effectivement construits s'étendent au large de Fuzhou, visibles depuis la côte par temps clair comme une ligne sombre brisant les vagues. Les modules de béton continuent à subir l'assaut constant de l'océan, se dégradant lentement sous l'effet combiné de l'érosion saline, des tempêtes tropicales et de la vie marine qui colonise chaque surface. Les joints entre modules se sont élargis. Certaines sections montrent des fissures verticales inquiétantes. Des morceaux de revêtement protecteur se détachent régulièrement. Les gardes-côtes ont établi une zone d'exclusion de 500 mètres autour de la structure à cause des risques pour la navigation, transformant effectivement cette section de mer en une zone abandonnée. Les pêcheurs locaux évitent la zone qu'ils surnomment le mur fantôme. Sur les quais industriels de Quanzhou, restent empilés 183 modules de caissons jamais utilisés, chacun représentant des centaines de milliers de yuans de matériaux et de main-d'œuvre désormais inutiles. Ces blocs massifs de béton se détériorent lentement à l'air libre, inutilisables pour d'autres projets à cause de leurs spécifications uniques et de leurs dimensions hors normes. Les usines de préfabrication ont été partiellement converties pour d'autres usages, certaines sections restent vides et abandonnées, les moules et les équipements spécialisés rouillant dans des hangars fermés. Les documents techniques, les milliers d'heures de simulations informatiques, les études océanographiques et géologiques, tout ce savoir accumulé repose dans des serveurs numériques rarement consultés, un patrimoine scientifique et technique considérable qui ne servira probablement jamais. Le risque tsunami pour les villes côtières chinoises reste exactement ce qu'il était avant le début du projet. Les 43 millions d'habitants des zones vulnérables continuent de vivre avec cette menace potentielle, sans protection supplémentaire par rapport à 2016. Les systèmes d'alerte sismique existent et s'améliorent progressivement, mais le délai d'avertissement reste limité à quelques minutes dans le meilleur des cas pour un tsunami proche. Les plans d'évacuation dépendent de la capacité des populations à réagir rapidement et à atteindre les zones surélevées. Une proposition incertaine dans des métropoles densément peuplées où la panique pourrait causer autant de victimes que le tsunami lui-même. Aucun système de défense physique alternatif n'a été proposé depuis l'abandon discret du projet de muraille, suggérant peut-être qu'aucune solution technique satisfaisante n'existe réellement à l'échelle envisagée. Ce qui rend ce projet particulièrement révélateur, c'est qu'il représente une catégorie rare de méga-projets. Ceux qui échouent non pas à cause de corruption, d'incompétence ou de catastrophe, mais simplement parce que la réalité physique et économique s'avère fondamentalement plus complexe et hostile que toutes les prévisions. Les ingénieurs impliqués étaient compétents, les études préliminaires sérieuses, les intentions légitimes, le financement initialement adéquat, et pourtant,
Le projet s'est effondré sous le poids cumulé de 1000 difficultés imprévues, dont aucune n'était individuellement insurmontable, mais dont l'ensemble devenait paralysant. L'océan, avec ses courants imprévisibles, sa chimie corrosive, ses tempêtes aléatoires, sa géologie cachée et sa biologie complexe, s'est révélé un adversaire beaucoup plus redoutable que tous les modèles informatiques ne pouvaient le simuler. La muraille anti-tsunami de Chine n'a pas été vaincue par un ennemi dramatique, mais par la friction inexorable entre ambition humaine et réalité naturelle, par l'accumulation de complications techniques et de surcoûts qui ont lentement transformé une vision audacieuse en un fardeau insoutenable, jusqu'à ce que le silence bureaucratique devienne la seule issue face à un échec impossible à admettre publiquement, mais inévitable à reconnaître en privé. Aujourd'hui, si vous prenez un bateau de pêche au départ de Fuzhou et naviguez 2 km vers l'est, vous verrez ces blocs de béton émerger des vagues comme les dents brisées d'un géant enterré. Les touristes locaux les photographient parfois, croyant qu'il s'agit de ruines anciennes ou de formations rocheuses naturelles. Les autorités maritimes ne parlent jamais de leur origine réelle. Sur les cartes officielles, ils apparaissent simplement comme des obstacles nautiques marqués de bouées oranges. Aucune plaque commémorative, aucun panneau explicatif, aucune reconnaissance publique de ce qui a été tenté ici. Juste le béton qui se désagrège lentement dans l'eau salée, les algues qui recouvrent les surfaces et les vagues qui continuent leur travail éternel d'érosion. Dans 50 ans, peut-être moins, ces structures auront complètement disparu, dissoutes par l'océan qui devait être repoussé. Et avec elles disparaîtra la dernière trace physique de l'ambition la plus démesurée jamais conçue pour protéger l'humanité contre les tsunamis, une ambition qui a découvert ses limites non dans les calculs théoriques, mais dans la réalité implacable de la construction maritime, dans l'addition inexorable des coûts, dans la complexité insoupçonnée des écosystèmes marins, et finalement dans le silence d'un abandon qui n'ose pas dire son nom. Les 43 millions de personnes qui devaient dormir en sécurité derrière ce mur continuent de vivre avec le même risque qu'avant, tandis que les 780 mètres de barrières abandonnées témoignent silencieusement de la distance entre ce que l'ingénierie peut imaginer et ce que la nature permet réellement.